Je dirais que la situation, elle est inquiétante aujourd'hui avec l'Omicron. Il est probable d'avoir le pic en fin de janvier et début février. L'Omicron aujourd'hui peut montrer quand même un pic important de contamination, mais de par sa nature, on pourrait avoir un nombre de décès qui est moindre par rapport au Delta. Ce qui nous inquiéterait, c'est la dynamique d'admission dans les services de réanimation, mais ce qui inquiète d'autant plus, ce n'est ni les lits, ni la capacité. Nous avons tous les préparatifs sont là. C'est les ressources humaines. Le molnupiravir, c'est un antiviral. Il sera incessamment sur le marché marocain, mais il sera prescrit bien sûr sur des critères particuliers. Bonjour Monsieur le Ministre. Bonjour. Tout d'abord, merci de nous avoir accordé cet entretien pour justement apporter un éclairage aux citoyens et citoyennes sur la situation épidémique liée à la Covid-19. Surtout avec la propagation de la nouvelle souche Omicron. Tout le plaisir est pour moi. Pour commencer, Monsieur le Ministre, quelle lecture faites-vous de l'évolution de la situation épidémiologique au Maroc? Doit-on s'inquiéter, monsieur? Effectivement, je commencerai par le dernier terme. La situation, certes, elle est devenue inquiétante ces dernières semaines, du fait, bien sûr, du nombre de cas fulgurants grâce à l'Omicron. Vous savez, les caractéristiques de l'Omicron, c'est 5 fois plus rapide que le Delta. Et le Delta qui était encore 2 à 3 fois plus rapide que l'Alpha. Et l'Alpha qui était encore plus rapide que le classique. Donc on est dans une série de mutations qui entraînent une certaine évolution de la situation épidémiologique à chaque fois et à chaque vague. Le Maroc, grâce aux orientations de Sa Majesté l'Insoro et à la gestion proactive et l'anticipation, on a pu éviter au Maroc, bien sûr, 2 vagues. Le monde connaît 5 vagues. Oui. Aujourd'hui, nous connaissons notre 3e vague. Fort heureusement, les mesures que nous avions préconisées par le passé ont permis au Maroc quand même d'avoir quand même beaucoup d'acquis, de gagner sur le nombre de cas. Donc, je dirais que la situation, elle est inquiétante aujourd'hui avec l'Omicron. Monsieur le ministre, quand est-ce que vous prévoyez le pic de contamination? Je ne saurais bien sûr confirmer de manière exacte. La science n'étant pas exacte, je pense que les estimations et les prévisions épidémiologiques prévoient que ça va être en fin de janvier, début février. D'accord. Y aura-t-il une saturation des services des urgences? Au jour d'aujourd'hui, vu la dynamique d'évolution et le nombre d'admissions en réanimation, je ne peux pas me prononcer tout de suite, il me faut un peu de recul. Mais déjà, le taux d'occupation aujourd'hui, on est loin encore d'occuper, on est seulement à moins de 3% d'occupation. D'accord. Et dans le même ordre d'idée, y aura-t-il un pic de décès? L'évolution épidémiologique prévoit toujours un pic de contamination suivi d'un pic de cas graves et un pic de décès. Bon, il y a avec un différentiel entre l'ensemble. Ce qu'il faut dire dans ce sens, c'est que l'évolution du Delta serait différente de l'Alpha, était différente de l'Alpha et serait différente de l'Omicron. Et l'Omicron aujourd'hui peut montrer quand même un pic important de contamination, mais de par sa nature, on pourrait avoir un nombre de décès qui est moindre par rapport au Delta. Il y a une autre question, Monsieur le ministre, qui préoccupe un petit peu, et ça concerne les séquençages. Oui. Pourquoi on ne fait pas assez de séquençage pour connaître la propagation du nouveau variant Omicron? Si, je pense qu'on fait assez de séquençage. Le séquençage est une technique qui se fait par échantillonnage. Il n'y a pas de pays dans le monde qui fait un séquençage pour l'ensemble des malades contaminés. Alors, le test diagnostique, il passe par différentes étapes. La première étape, c'est le diagnostic PCR ou test antigénique rapide. Puis, par la suite, on passe au criblage, qui est un screening qui permet de savoir si c'est un Omicron probable du fait de la non-expression du gène S. Et par la suite, on peut faire du séquençage pour savoir le nombre de mutations qui existent au niveau de la protéine S, si elles sont caractéristiques ou non de l'Omicron. Et on fait donc un échantillonnage. Et sur l'échantillonnage, on peut bien sûr estimer le pourcentage de propagation bien sûr du virus. Et aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, on a dépassé les 70%. Donc je vais rebondir sur les services, la réanimation. Les services des urgences, comme vous le savez, connaissent une pression. Ils sont sous pression. Et bientôt, est-ce que ce sera le même cas pour les services de réanimation? Et quel dispositif le ministère a prévu, justement? Alors déjà, le dispositif, il est mis en place depuis la gestion des premières et deuxièmes vagues. Vous savez, on était dans l'anticipation.
On a du recul. La capacité laitière a été augmentée. On est passé de 22 000 à 28 000 lits hospitaliers. En réanimation, on est passé de 684 lits de réanimation à 5 240 lits de réanimation. Et aujourd'hui, nous sommes à moins de 3% d'occupation. Donc, je peux vous dire que nous avons assez de marge de manœuvre. Ce qui nous inquiéterait, c'est la dynamique d'admission dans les services de réanimation. Mais ce qui inquiète d'autant plus, ce n'est ni les lits, ni la capacité. Nous avons tous les préparatifs sont là. C'est les ressources humaines. Les ressources humaines qui sont exposées à être contaminées, vu que l'Omicron, bien sûr, peut les toucher rapidement. Les ressources humaines sont fatiguées. Les ressources humaines ne sont pas suffisantes pour faire face encore à d'autres crises. Voilà. D'accord. Concernant le protocole thérapeutique, est-il le même que celui du Delta? Oui, alors le protocole thérapeutique ne change pas. Il s'agit d'un corona. C'est le même corona, avec des petites variations, des petites imitations. Donc le protocole thérapeutique est le même, il ne change rien. Ce qui peut changer, c'est essentiellement la période d'isolement, qui peut varier, bien sûr, en fonction de la situation épidémiologique. On était sur un schéma classique tout au début des 10 jours. Aujourd'hui, on commence à revenir sur les 10 jours, puisque c'est une transmission communautaire à l'échelle nationale. Donc les 7 jours d'isolement seraient suffisants pour le patient Omicron. D'accord. Que conseillez-vous à la population, justement, pour prendre de l'avance et se prévenir? Alors, il n'y a pas de secret. Donc, à chaque fois, on le dit, on le redit, les mesures barrières sont d'une importance capitale. Et ce masque-là que nous mettons aujourd'hui pendant cet entretien-là, il ne connaît pas la mutation ni le variant. Il protège contre le virus. Oui. Et donc, vous savez, depuis la période de confinement et depuis la pandémie, le nombre de grippes a diminué. Pourquoi? Parce que les gens portaient le masque. Et aussi, le nombre de contaminations Covid aussi pourrait diminuer. Je m'arrêterai sur Covid, sans dire si c'est un Omicron, un Delta et tout. Le masque est obligatoire. Maintenant, la vaccination elle est aussi d'une importance capitale. Parce que les gens qui sont en réanimation aujourd'hui ne sont pas immunisés. Oui. Pourquoi je dis ne sont pas immunisés? Parce qu'il y en a ceux qui n'ont pas été vaccinés dès 1 et il y en a d'autres qui ont dépassé les délais requis pour une troisième dose. Ils n'ont pas fait la troisième dose. De surcroît, s'ils portent des tares, ils ont une vulnérabilité. Alors là, ils s'exposent bien sûr à un risque important. Donc revenons, Monsieur le Ministre, sur justement l'opération de vaccination. Malgré l'explosion des cas de Covid, pensez-vous que le rythme de vaccination est toujours lent? Et comment analysez donc vous cette situation? Alors, je peux dire que le rythme de vaccination a été à un certain moment très bon. Par la suite, on est arrivé à saturation puisque nous avons pu quand même vacciner maintenant plus de 24 500 000. Ça veut dire que c'est 88% de la population vaccinable qui est éligible et qui compte pour 28 millions et demi, ceux qui sont éligibles, je dis. Alors, il reste quand même 3 200 000 non vaccinés. Donc, bien sûr, le rythme pour ces 3 millions non vaccinés, ça va être un peu long, mais on continue à vacciner puisqu'on fait une moyenne de plus de 4 000, entre 4 000 et 5 000 vaccinations D1. Par rapport à la D3, alors la D3, effectivement, il y a un ralentissement et je pense que dernièrement, ça commence à bouger avec plus de communication, sensibilisation. Et quand les gens commencent à voir quand même qu'il y a plus de contamination, plus de recrutement, réanimation, les gens ont peur, ils commencent à prendre conscience davantage qu'on n'était pas sorti encore de la pandémie et qu'on y est toujours. Il faut se protéger, je le dis, je le répète, il faut se protéger D3 est importante. D'accord. Et pensez-vous que le Maroc peut-il recourir à l'obligation de la vaccination à l'instar de ce qui est prévu justement, par exemple, à l'Italie? Je pense que l'intérêt du citoyen est primordial. Sa Majesté a mis au centre d'intérêt la santé du citoyen marocain. Je pense que le commun des mortels doit être averti de ça. Oui. Il ne faudrait pas qu'on arrive à ce stade-là. On demande à ce que les gens viennent se faire vacciner parce qu'à un certain moment, on est devant quand même on est devant la perplexité de prendre quand même une décision quelconque, mais ce qui serait dans l'intérêt général, si l'obligation elle est dans l'intérêt général prime. D'accord. Où en sont les stocks des vaccins au Maroc, Monsieur le Ministre? Y a-t-il un risque de péremption? Le stock des vaccins est bon. Donc je pense que ce qui est important à soulever, c'est d'avoir des quantités suffisantes pour les citoyens marocains, parce que Sa Majesté a fait l'effort
pour qu'on ait quand même, qu'on soit bien positionné. Il y a des démarches on a fait des démarches. Le Maroc a pu, dans le cadre bien sûr de la fermeture des ciels à l'international, dans le cadre bien sûr de la pénurie, dans le cadre de la rareté de cette denrée-là, on a pu avoir le vaccin quand même. Et le Maroc est bien sûr très chanceux. De surcroît, la gratuité du vaccin. Et donc, on ne peut pas bien sûr mettre en balance la santé du vaccin avec la santé des citoyens avec la quantité de vaccins. Il faudrait bien sûr assurer le vaccin pour le citoyen. Maintenant, nous avons opté pour un vaccin à virus inactivé qui est plus important, qui représente nos stocks marocains, pour lequel la durée de validité elle dépasse les 2 années. Et donc nous avons assez de largesse pour ça. Donc, tout le monde parle de la vaccination de la jeune population, notamment 5-11 ans. Seriez-vous prêt à lancer la vaccination de cette tranche d'âge? Si la commission scientifique le recommanderait au vu bien sûr de la situation d'aujourd'hui, ça dépendra du constat scientifique. S'il est nécessaire de vacciner bien sûr cette population parce qu'elle est le vecteur, ou elle est exposée, ou elle est aujourd'hui sujet bien sûr de propagation, je pense, si ça devient une nécessité, ça devient une nécessité. Elle n'est pas à l'ordre du jour comme débat. Ce qui est débattu aujourd'hui, c'est cette population, il ne faudrait pas la priver du droit de vaccination, puisqu'elle peut comporter quand même une certaine comorbidité, une certaine vulnérabilité, et on a laissé ça, bien sûr, au libre jugement du médecin et la libre prescription du médecin traitant. Parce qu'il faudrait qu'il protège, bien sûr, cet enfant. S'il porte une maladie chronique, il doit être protégé. Sachant que les programmes d'immunisation, tous les programmes d'immunisation, que ce soit au niveau national ou international, ça se passe au niveau de l'enfance. D'accord. Justement, parlons de la nécessité de la vaccination, Monsieur le ministre. Est-ce qu'on s'achemine à la nécessité d'une 4e dose? Elle n'est pas, je dirais, débattue. Bien sûr, cette question n'est pas encore soulevée. À date d'aujourd'hui, on n'a pas encore parlé ni pensé. On est penché sur la 3e dose qu'il faudrait faire accélérer. Voilà. De la production locale du vaccin contre la Covid-19. Ce démarrage au Maroc, il a été annoncé en décembre 2021. Où en sommes-nous aujourd'hui? Alors, on est aux dernières étapes, franchement, parce qu'on est dans la validation des lots. Le transfert technologique a été fait et on est en train de valider. Le Maroc, aujourd'hui, grâce à la coopération qu'il a, le partenariat avec les industriels du secteur libéral, puisque c'est un programme étatique finalement. Oui, donc le transfert, il est là et on a la capacité de fabriquer 5 millions de vaccins mensuellement. Mais bien sûr, dans la perspective durant cette année-là, bien sûr, d'implanter quand même une plateforme qui serait à même de fabriquer un portfolio important de vaccins pour avoir une certaine autonomie et voire même, bien sûr, une exportation vers le continent. Parce que pourquoi tout ça? C'est pour une souveraineté, une indépendance dans ce sens. Parce que pendant cette pandémie, nous avons pu tirer quand même des leçons. Et dans ce sens-là, il y a eu une anticipation de Sa Majesté. Il a vu venir les choses parce que ce programme-là avait bien commencé avant le programme de vaccination. C'était en mars 2020. Exactement. On s'est penché sur ça depuis mars 2020. En plus de la vaccination, des laboratoires ont travaillé sur des médicaments, notamment la pilule anti-Covid de Merck. Le Maroc va-t-il autoriser ce médicament et pourquoi il n'y a pas de communication sur ce sujet? Ce n'est pas un sujet tabou parce que les gens veulent en faire une matière de communication. Non, du tout. Le molnupiravir, c'est un antiviral qui a été utilisé il y a longtemps. Ce n'est pas une nouvelle molécule. C'est une molécule qui a été utilisée dans le traitement de l'hépatite virale et dans le traitement de la grippe, classiquement. Mais au vu qu'il y avait quand même d'autres médicaments qui étaient plus efficaces que le molnupiravir, il a été abandonné. On avait essayé dans le cadre du Covid. Il a donné de très, très bons résultats. Il permet d'éviter plus de 50% les hospitalisations et les décès. Et donc, c'est un produit qui n'est pas exclusif chez Merck, puisqu'il y en a d'autres génériques qui sont utilisés en Inde et tout. Maintenant, l'Italie va commencer à le fabriquer. Tous les pays du monde l'ont autorisé, même le Maroc l'avait autorisé. Oui. Nous avons pu, bien sûr, dans notre gestion proactive et anticipation, avoir une quantité. Il sera incessamment sur le marché marocain, mais il sera prescrit, bien sûr, sur des critères particuliers. Parce qu'il faut savoir que ce médicament ne peut pas être donné à la femme enceinte, ne peut pas être donné, bien sûr, aux enfants de moins de 18 ans. Et il faut le donner pendant les 5 premiers jours des symptômes. Et donc,
Si vous le donnez, bien sûr, une fois la maladie est consommée, à ce moment-là, donc, il n'a pas d'intérêt. Et si vous le donnez, bien sûr, au malade hospitalisé, il n'a aucune place. Il faut le donner pour les débuts de symptômes pendant les 5 premiers jours. À ce moment-là, il est efficace. Il permet, bien sûr, d'évoluer, d'empêcher l'évolution vers la gravité. Le matin a contacté plusieurs scientifiques qui prédisent que la fin de la Covid-19 est avec le variant Omicron. Croyez-vous à cette hypothèse? Ah ben, comme la science n'est pas exacte, je ne sais pas ce que nous cache l'avenir. D'accord. Bidullah, kulchi bidullah. Donc je peux dire que scientifiquement, si on est dans cette logique-là, on peut dire que si on contamine une masse importante de la population, on peut créer avec cette infection une immunité qui est naturelle et qui est collective et qui serait à même de détrôner l'infection du Delta. Et donc à ce moment-là, on peut espérer la sortie, bien sûr, de cette pandémie de manière rapide. Mais on ne sait pas encore, est-ce qu'il pourrait y avoir encore des mutations graves? Parce que aussi l'infection rapide dans un monde qui est vacciné de manière inéquitable, dans lequel il y a certains qui ont des proportions importantes de vaccination et d'autres, on pourrait avoir d'autres variants, d'autres surprises. Donc il ne faut pas se précipiter et conclure rapidement, de manière hâtive, bien sûr, ce genre de conclusion. Il faut être très, très méfiant à la montée fulgurante et aussi au nombre de cas graves qui risquent d'apparaître, parce que l'Omicron reste encore mortel, malgré ce que l'on peut, bien sûr, conclure d'après les observations. Nous avons des cas de décès à l'échelle planétaire. Même au Maroc, nous avons enregistré quelques décès. Et donc, attention, il faut rester très prudent. Parce que tout le monde espère un retour à la normale. Tout le monde l'espère. Moi-même, je l'espère. Parce que je vous à un certain moment, on est fatigué. Oui, bien sûr. On espère bien sûr sortir. Mais aujourd'hui, la situation, elle est telle qu'elle est. On est devant le fait accompli. Il faut qu'on gère. On gère pour le mieux, Inch'Allah. Et l'Omicron sera détrôné, Inch'Allah, avec les mesures barrières. Monsieur le ministre, si on vous interroge sur les leçons à tirer de ces années de pandémie pour améliorer justement le système de santé de notre pays. Je pense que le système de santé marocain, avec ce qu'il connaît comme dysfonctionnement et comme insuffisance, a pu quand même faire face à cette situation vulnérable. Donc le potentiel est là. La grande insuffisance, c'est en matière de ressources humaines. Il y a un gap important. Ce n'est pas bien sûr les infrastructures, parce que c'est le facteur humain qui est je dirais l'élément crucial dans l'échiquier. Donc il y a un travail qui est en train d'être fait dans le cadre de la refonte du système de la santé qui accompagne un peu la généralisation de la couverture médicale. C'est un champ de la protection sociale et qui permettra de trouver des solutions d'abord pour répondre aux besoins quantitatifs et aux besoins qualitatifs. D'accord. Où en est, Monsieur le ministre, la réforme du système de santé marocain et sur quoi elle va reposer? La refonte du système de santé, comme elle était venue bien sûr dans les discours de Sa Majesté plusieurs fois, elle est indissociable bien sûr du champ de la protection sociale. C'est le réceptacle de la protection sociale. Généralisant la couverture pour permettre de soigner les gens dans des meilleures conditions. Donc, les axes, c'est les ressources humaines, c'est la gouvernance, c'est la mise à niveau du secteur et c'est les systèmes d'information. Sans système d'information, on ne peut pas avoir un dossier médical partagé parce que le malade, il a besoin, bien sûr, d'une équité et bien sûr d'un dossier médical avec lequel il peut bien sûr se faire soigner là où il veut. Bien sûr, il y a des mécanismes de régulation, parce qu'il y va de la soutenabilité de la couverture médicale. C'est une couverture qui doit avoir une longévité qui est importante. On ne va pas la faire pour qu'elle arrive à terme pendant 5 ans, mais il faut qu'elle dure. Et pour qu'elle dure, il y a des mécanismes, il y a des cotisations, il y a des dépenses de santé, et entre les deux, il y a des mécanismes de régulation, notamment les parcours coordonnés de soins, notamment le panier, notamment les médicaments. Et tout ça fait l'objet quand même, bien sûr, des réformes qui vont bien sûr accompagner cette couverture. Pour terminer, Monsieur le Ministre, notre discussion, on va se pencher un petit peu sur le partenariat public-privé. D'ailleurs, le secteur privé a clairement manifesté son souhait de participer à l'amélioration de l'offre sanitaire nationale. Sera-t-il associé et de quelle manière? Oui, vous avez répondu, partenariat public-privé. Donc, je pense... le ministère de la Santé, c'est un ministère du secteur public et privé et du secteur intermédiaire. Je
pense que dans la refonte, il y aura un décloisonnement du secteur de la santé et on se penchera plus vers l'approche régionale et territoriale. Et dans l'approche régionale et territoriale, on va créer une carte régionale sanitaire qui comportera et sera composée du secteur libéral et du secteur public avec une complémentarité et des vases communicantes. Ce que nous voulons, c'est que nous avons des moyens humains, publics et privés. Nous avons une infrastructure et des équipements publics-privés. Il faut les utiliser à bon escient de manière rationnelle pour répondre aux besoins de la population, étant donné que l'assurance maladie obligatoire n'oblige pas, en fait, n'impose pas quand même certaines frontières aux clients, parce que le malade va devenir un client aujourd'hui. Il a la liberté de choix de son établissement de soins et aussi la liberté de choix de son médecin prestataire, médecin traitant, à condition de respecter le parcours coordonné des soins. Et quand je parle de parcours coordonné de soins, je parle de médecin généraliste ou médecin de famille, médecine du quartier, centre santé, du niveau 1 avant d'arriver au niveau supérieur. Votre mot de la fin, Monsieur le Ministre, pour justement rassurer un petit peu la population, les Marocains et Marocaines qui vivent un petit peu... Moi, je dirais que, alhamdoulilah, nous avons une expérience pour endiguer et continuer à gérer cette situation. Mais nous avons un constat. Certes, la situation, le Maroc ne fait pas l'exception des autres pays. Nous avons un système de santé avec certaines insuffisances, mais on arrive quand même à relever les défis. Mais quand même, je demande à ce qu'on soit entraidé encore par la population marocaine en respectant les mesures barrières et surtout le port de masque, éviter les rassemblements et surtout, la vaccination, la 3e dose pour booster l'immunité, parce que ceux qui sont en réanimation aujourd'hui sont soit non vaccinés, soit des gens qui n'ont pas été immunisés par la 3e dose. Et merci beaucoup.